ça va? Hey, ça va bien. Je suis Ça va super très content bien. de te recevoir. Ben écoute, c'est un plaisir, puis, un honneur aussi. Un honneur, mon Dieu. Oh, ouais. Mon podcast est rendu un honneur pour Ben les non, mais tu invités. sais, écoute, parce que tu sais, je t'ai connu, tu étais grande même. Là, tu sais, Exact. fait que, ben oui, On se connaît depuis très, très longtemps. très, très longtemps. Pour ceux qui ne savent pas, ta mère, Josée, on travaille ensemble depuis des temps immémoriaux, parce que ça trahirait son âge. Moi, c'est pas grave, mais... C'est ça, exact. On va pas l'exposer devant. Je veux juste t'expliquer dans la vie, Guillaume, si tu veux avancer correctement avec les femmes, jamais l'âge. Tu sais, tu y réfères, tu vas à la pêche un peu. Tu sais, si elles acceptent, là, Exact. Mais non, mais plus sérieusement, ta mère, tu le sais, ta mère, tu sais, je l'aime comme ma sœur, tu sais. Ouais. Je pense depuis la première fois qu'on s'est rencontrés. Ben, comme nous, l'habitude à la maison, c'est on t'appelle pas Paul Larocque, on t'appelle mon oncle Paul. Mon oncle Paul, c'est ça. C'est rendu de la famille, rendu là. Exact. Mais je suis content parce qu'on se connaît depuis longtemps, mais on n'a jamais vraiment eu le temps de jaser. Tu sais, jamais eu le temps vraiment. Je sais la figure publique que t'es, je sais le rôle que t'as dans les médias, mais on n'a jamais eu le temps de parler, mettons, de ton histoire, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a mené au poste que t'as aujourd'hui. Ah ouais. Puis c'est pour ça que je voulais commencer avec cette question-là. Quand t'étais jeune, qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? Quand j'étais jeune, pilote d'avion. Ah ouais? Tu sais, j'aimerais ça encore de faire mon brevet. Après ça, comme tous les jeunes, tu sais, moi, dans ma génération, moi, Guillaume, c'était la conquête de l'espace, tu sais. Alors, Oui, tu sais, ok. tu sais, ça a commencé, j'ai vu, tu sais, les balbutiements. J'ai pas de souvenir de Spoutnik quand les Soviétiques, à l'époque, les Russes, avaient battu les Américains. Puis j'imagine qu'en Amérique, ça a dû être moins une grosse nouvelle parce que justement, c'est comme, bon, ils nous ont battus. Non, c'était un choc. C'était Ah un ouais? choc. Oh, ouais. Tu sais, c'est comme le Canadien qui se fait battre en finale par les Lightning de Tampa Bay. Là. C'est aussi douloureux que ça. Tu sais. Et puis. C'est une très belle analogie. Non, c'est ça, parce que tu sais, c'était un choc de civilisation à l'époque. Et puis, tu sais, c'était la lutte entre le communisme et puis le capitalisme. Et puis, donc, que les communistes aient réussi une avancée technologique supérieure et avant les Américains, c'était un peu déstabilisant, tu sais, pour les Occidentaux qu'on était. Mais bref, alors c'est ça, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est drôle, je racontais, j'avais une entrevue dans le Journal de Montréal avec Roger Brulotte. Tu sais, fait que ça te force à te remémorer, tu sais, bonsoir, il est parti. À te remémorer des souvenirs, tu sais. Puis écoute, depuis que tu sais, aussi loin que mes souvenirs me ramènent, j'ai toujours aimé la politique. Tu sais, moi, j'aimais écouter le Canadien, comme tout le monde, puis j'aimais ça, les congrès politiques. Tu sais. Ma mère, qui est décédée au début de la pandémie, me rappelait, j'avais avoir 4, 5, 6 ans, je sais pas trop quoi, puis dès qu'il y avait un congrès politique, j'arrêtais, puis je regardais ça. Tu sais. Wow! Okay. Puis ouais, je passais les fins de semaine, tu sais, quand il y avait tous les partis, tu sais, j'aimais ça. Ouais, puis est-ce qu'à ce moment, tu t'es dit peut-être que tu avais de l'intérêt à rentrer en politique, de te présenter en politique? Écoute, c'est probablement les seules fois où j'ai pas... C'est pas vrai. Tu y penses, parce que j'avais un attrait, tu sais, comment je pourrais dire? Mon cerveau pense en politique, en style, l'approche de la société. Il y en a qui sont plus intuitifs, d'autres sont plus économiques ou sociologiques. Moi, c'est politique. Tu sais, le fonctionnement, le rapport de force, le jeu de pouvoir. Tu sais, j'ai toujours fait une lecture comme ça du fonctionnement de la société. Tu sais. Alors, tu sais, jeune, oui, tu sais, mais dès que j'ai commencé à comprendre que c'était des métiers extrêmement exigeants, puis à mon avis, trop exigeants pour le retour que ça donne, tu sais, je me suis dit après ça, je pense que c'est pas fait pour moi. Puis essentiellement, c'est pas fait pour moi pour une autre raison fondamentale, c'est que la ligne de parti. Tu sais, la façon qu'on fait la politique ici, tu sais, je suis probablement plus à l'aise aux États-Unis. Ah oui? Oui, parce que, tu sais, les congressmen ou, tu sais, les membres de la Chambre des représentants ou les sénateurs, tu sais, ils sont des PME à eux tout seuls, tu sais, fait que, oui, ils sont démocrates ou républicains, mais ils ont beaucoup d'autonomie, puis, tu sais, c'est pas pour rien, t'en as un qui embête Biden, le Munkin, là, qui est un démocrate, mais qui l'empêche, parce que lui estime que les politiques de Biden, mais pourtant, sont pas corrects, puis c'est pourtant dans le même parti politique. Fait que, donc, la notion de se faire dire quoi penser ou ce que tu Parce que c'est vrai qu'au Québec, on connaît, on dirait, moins nos députés indépendants. On dirait on connaît les chefs, on connaît les partis. Puis des fois, on va connaître quelques petites sorts à gauche, à droite, des ministres ou des... Oui, il y a des personnalités qui émergent tout le temps. C'est ça, exactement. Mais c'est parce que dans le fonctionnement de la politique, c'est que, tu sais, c'est la ligne de parti. Alors, si le gouvernement décide que c'est ça, mais tous les députés du gouvernement doivent absolument entériner la ligne du gouvernement. Sinon, ben, c'est, regarde, votant. Ou tu te fais expulser ou tu dois partir. T'sais. OK. Ah, mais c'est intéressant, ça. Ouais. Puis, je me demande, c'est à quel moment
dans ta vie que tu t'es dirigé vers le monde du journalisme? C'était en secondaire 5. OK. En secondaire 5, tu sais, j'avais un choix à faire. J'avais, à ce moment-là, moi, je suis né à Val-d'Or, en Abitibi. Puis, pendant mon secondaire 4, secondaire 4, oui, c'est ça. Pendant les fêtes, mon père avait été transféré à Montréal, c'est dans la région de Montréal. Donc, on est déménagé entre Noël et Jour de l'An. OK. On s'est retrouvé à Pierrefonds, à la polyvalente à Pierrefonds. Ça a été comment de partir de Val-d'Or? Dur. Ah ouais? Très dur. Ah ouais, très dur. Parce que c'était chez nous, puis c'est la ville de mon enfance. Puis l'Abitibi est un secret bien gardé, malheureusement. Vraiment? C'est une très, très belle région, puis à tous égards. Et puis, écoute, c'était ma vie, là, fait que, surtout en plein milieu d'année scolaire. Fait que, le 6 janvier, tu retournes à l'école, nouvel environnement, puis t'es comme le corps étranger qui arrive d'un cours, puis personne ne te connaît. Mais écoute, j'ai vite compris les vertus d'habiter pas loin de Montréal. Mes chums venaient à peu près à tous les mois maximum à l'époque. Cet hiver-là, justement, j'ai vu Genesis 2 fois au Centre sportif de l'Université de Montréal. Vrai? Pas une fois, 2 fois, avec Peter Gabriel. J'ai vu là, tous les grands groupes, là, je les ai vus là, en espace d'un an et demi. Pink Floyd au Forum. Oui, mais ça, c'est quelque chose, là, c'était ces années-là de ces gros bands-là. Puis surtout dans des salles qui étaient grosses à l'époque, mais que, mettons, on compare au Centre Bell ou au stade... C'est le Forum de Montréal, qui est un endroit mythique pour le hockey, mais aussi pour les spectacles. Et d'ailleurs, moi, je pense que la qualité sonore du Forum était supérieure à celle du Centre Bell. Quand je vais voir un concert au Centre Bell, j'aime pas le son. Ouais. OK, on partage. Hein, j'aime pas le son. Tu sais. Et puis, donc, tout ça pour te dire que moi, à l'époque, j'étais très populaire. J'étais plus à Val-d'Or, mais mes chums de Val-d'Or m'aimaient beaucoup parce qu'ils venaient chez nous. Après ça, on achetait des spectacles. C'est ça, c'est eux quand ils voulaient passer une fin de semaine en grande ville. Oui, j'aurais pu partir de ma campagne électorale là. Tu sais, je te jure qu'ils m'aimaient. Un vote contre une fin de semaine pour aller sur Saint-Laurent. Ouais. Fait que ça a été une année et demie exaltante, quelque part. J'oublierai jamais le spectacle de Pink Floyd au Forum. Écoute, ils ont commencé pour les amateurs, là, ceux qui nous écoutent et puis qui aiment Pink Floyd vont savoir de ce dont je parle, le privilège qu'on a eu. Okay, je pense que c'était en 73. Je veux pas chose de même. Je pense que c'est ça. Le spectacle commence. Et c'est l'album Middle, pour ceux qui connaissent Pink Floyd. C'est une album d'anthologie. Ils font la première partie, Stop. Deuxième partie, Dark Side of the Moon, qui venait de sortir. Oh, wow! Fait que dans le même spectacle, qui a dû durer, je ne sais pas trop, 2h30, là, à peu près, de Pink Floyd, on a eu droit à ça. C'était clair. Avec un système quadraphonique à l'époque, là, quand on parle de début des années 70 au Forum. Fait que, bref, donc, je reviens à... J'ai l'air d'un politicien, hein, je fais toutes sortes de c'est bien correct. C'est un podcast, là, on va... C'est ça. Fait que, écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ça a été dur, le déracinement de l'Abitibi, puis l'adaptation ici, mais bon, tout ça. Fait que, en secondaire 5, j'avais un choix à faire, tu sais. Puis moi, je te raconte ça en toute humilité, là, mais c'est parce que, tu vois, tu vas comprendre un peu plus tard. Moi, je suis né fin novembre. Et puis donc, moi, je n'ai pas réalisé ça à l'époque, mais j'avais comme passé parce que pour l'admission à l'école, en première année, tu sais, c'est octobre. Ah oui, c'est vrai. Fait que donc, je sais pas trop, ma mère m'avait fait passer un test, je sais pas quoi, là, tu sais. Fait que donc, j'avais été admis l'année d'avant, si tu veux, tu sais, parce que j'aurais dû... Ouais, une année plus tôt, parce qu'il aurait fallu que tu prennes une année cause du mois de supplémentaire. novembre, Oui, c'est ça. Fait que... Puis rendu en secondaire... rendu en 6e année, excuse-moi, à Val-d'Or, le Québec menait des expériences pour éventuellement abolir... parce qu'il y avait des 7e années au primaire. OK. Et puis, ils menaient des expériences pour abolir les 7e années. Fait qu'ils ont fait une année des cobayes, quelque part. Ils prenaient des classes, quelque part, je ne sais pas comment ça fonctionnait, je me souviens plus. Là. Mais bref, j'ai sauté ma 7e année, alors que tous les autres faisaient leur 7e année. Fait que moi, je me suis retrouvé au cégep à 15 ans. J'avais 15 ans jusqu'à la fin novembre. J'ai été admis... Moi, il y a deux choses qui... Je te parlais de la politique, mais le droit m'a toujours intéressé aussi. Puis à quelque part, c'est un peu relié... Et puis, j'avais fait une demande d'admission au cégep de Jonquière, en communication, et au Vieux-Montréal, en droit. Puis j'avais été accepté aux deux. Puis honnêtement, je savais pas quoi, lequel choisir. Puis mon frère André, qui a 3 ans plus vieux que moi, était déjà au cégep de Jonquière. Fait que ça a été comme l'élément facilitant. Puis bon, veut pas, à 15 ans, tu dis la perspective de te retrouver
à 400 km de chez tes parents. Tu l'apprends. Ouais, Ouais. Mais là, ça veut dire que en plus, techniquement... ton frère est là, fait que ta mère et ton père n'ont pas d'objection vu que ton grand frère est là. Exactement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le grand frère était sur le party pas mal. Fait que, C'est ça. Tu sais, ils se disent, ah, il va le surveiller, mais finalement, non. Ouais. Il va Non, plus l'initier. Non, mais mon frère était quand même très correct, très mature aussi. Je le réalise. Tu sais. Fait que, donc, au lieu d'aller en résidence au cégep à Jonquière, parce que le cégep de Jonquière a des cours, communication à l'époque, c'est maintenant arrêt et technologie des médias, oui, ça s'appelle. C'est exclusif au Québec. Mais tu sais, il y a des cours comme mécanique du bâtiment que tu ne retrouves pas partout, sciences infirmières. En tout cas, je sais qu'il y avait d'autres cours qui amenaient des étudiants beaucoup de l'extérieur du Saguenay qui venaient là, tu sais. Fait que, donc, qui aboutissaient la plupart en résidence. C'est un peu plus régimenté et policé, tu sais. Mais moi, j'étais en appartement avec mon frère, tu sais. Fait que, encore une fois, deux autres amis. Tu avais l'appartement pour les amis qui veulent venir chiller. C'est ça. Je peux vous dire qu'un petit 4,5 à Jonquière, t'es capable de faire un party à 75. Wow! Ça se peut. C'est incroyable. Ah ouais, c'était hot. Mais fait que là, ça veut dire que toi, t'es parti de l'Abitibi, aménagé à Montréal, puis là, Un an et demi, ensuite à Jonquière. Mon Dieu, OK. Fait que ça a été en très peu de temps, beaucoup de gros déménagements. Propulsé beaucoup. Fait que je me suis retrouvé à 15 ans. Là, je veux pas, j'étais le plus jeune, tu sais, du cégep. Mais c'est ça, c'était comment d'être... Tu sais, toi, tu le voyais, tu étais plus jeune que le reste de la gang. Il y avait un côté le fun, mais il y avait un côté qui, un peu plus tard, ça m'a rattrapé. C'est brutal, tu sais, parce que, tu sais, il y avait des adultes là, dans mes cours, tu sais. Puis, à 15 ans, tu sais, tu te penses adulte parce que tu te penses mature, mais tu sais, des fois, tu as 15 ans, tu sais. Puis, 15 ans, excuse-moi, tu es encore ado, c'est jeune ado, ça. Fait que, tu sais, ça te propulse, tu sais, c'est vite un peu. J'ai eu comme un petit choc, là, tu sais, à un moment donné, je me souviens, la première session, on l'a rendue à novembre, tu sais, c'était un peu plus difficile, je me questionnais, puis tout ça, tu sais. Puis après ça, regarde, tu sais, j'ai jamais eu de doute après, là, tu sais. Wow, OK. Puis combien de temps après tes études t'es rentré officiellement comme journaliste, que tu as commencé à travailler? Tout de suite après? Jonquière, c'est une technique. Alors, donc, ça se termine avec un stage, tu sais. OK. Je me souviens plus, je pense que c'est 2 mois, 2-3 mois. Un stage pratique, tu sais. Fait que j'ai fait le stage à Jonquière, j'aimais beaucoup, David. Puis à CKRS Radio, qui existait à l'époque, à la salle de nouvelles. Puis, écoute, il y a eu une ouverture de poste, ils m'ont engagé tout de suite. OK. Puis, au début, tu as été engagé à CKRS? À CKRS, oui. OK. CKRS. Parfait. Et c'est quand que t'es rentré à TVA? 92. OK, 92. 92, ouais. Parce que en faisant un peu mes recherches, j'ai lu de quoi, puis tu me diras si j'étais mal informé. Mais quand tu as commencé en journalisme... Fake news. C'est ça, exactement. Quand tu as commencé en journalisme, t'es arrivé en même temps que le premier mandat de René Lévesque? C'est arrivé en cours d'études. C'est en cours, OK. Ouais, c'est pendant tes études, OK. T'es pas très loin. En fait, je commençais ma 3e année de cégep. C'est ça. Pour terminer le cycle. Et puis, l'été 76, je travaillais à la Baie James. Puis, je travaillais à la Baie James à la construction, là, puis tout ça. Et puis, je travaillais... d'habitude, on appelait ça des runs de 8 semaines, 2 mois. Puis après ça, les travailleurs usuels ressortent pour des vacances. Je pense que c'était 2 semaines, puis ils retournaient, un truc comme ça. 2 ou 3 semaines, pas ça. Mais moi, comme emploi d'été, c'était 2 mois. Mais là, parce que le cégep a recommencé un petit peu plus tard, je suis resté 2 mois et demi à peu près. En tout cas, bref, en 76, je suis revenu, là, fin août à peu près, à Jonquière, pour recommencer le cégep. J'avais mis 7 000 dans mon compte, tu sais. Oh, wow! Parce que là-bas, tu dépenses pas à Beijing, tu sais. Ben non, c'est ça. C'est le genre de job que tu accumules puis tu dors, tu 7 manges 000 là. de 76. Ouais, exact. Imaginez ce que ça peut valoir aujourd'hui. Je peux vous dire qu'on a eu bien du fun pendant l'année. On a travaillé fort, tout ça. Puis, écoute, moi, avec quelques-uns, Robert Pelletier, entre autres, on a négocié puis obtenu de la direction du cégep une suspension des cours pendant toute la campagne électorale. Oh, wow! Alors donc, c'était vraiment trippant. Le projet était, mais tu sais, on a travaillé comme des malades, là, mais le projet étant, il fallait faire un hebdomadaire, il fallait faire un bulletin de nouvelles télé par jour, puis un bulletin de nouvelles radio par jour. OK. On était tout le groupe, d'accord, de la 3e année, tu sais. Puis couvrir, là, partout. Là. Les reporters étaient partout. Fait qu'on a fait ça jusqu'au 15 novembre. C'est vraiment, vous faisiez une job de chaîne de télé ou de journal, on envoie quelqu'un là pour couvrir. Ça a été fabuleux, là, tu sais. Écoute, on a trippé, là, tu sais. Puis c'est clair. Puis il y a des carrières qui sont, tu sais, comme, tu sais, il y a des gens qui ont... D'ailleurs,
il y a une des photos mythiques, tu feras tes recherches, René Lévesque au Centre Paul Sauvé, son discours de victoire. OK? Oui, il vient de gagner, là, tu sais, bon, on est quelque chose comme un grand peuple, là, tu sais, bon. Devant René Lévesque, devant M. Lévesque, il y a des microphones, puis il y en a un, c'est CKRB. C'était votre équipe? CKRB, c'était la radio du cégep de Jonquière. Ah, c'était notre bien gars, Nichols, je pense qu'il s'appelait, ou McNichol, le reporter qui était là. Tu le vois tenir la maillotche devant René Lévesque. Fait que, mon Dieu! La gang de TQ de... Puis c'est comment, avec le recul, de réaliser que, tu sais, à l'époque, j'imagine, c'était couvert comme on couvrirait n'importe quelle élection. On était cotés là-dessus, là, on ça. était évalués, puis tout ça. Puis on a fait vraiment un travail, c'était évidemment, on était tous des recrues, là, mais c'était niveau, là, puis c'était comparable, là, avec évidemment des ajustements. Là, mais... Exact. Ah ouais, non, mais c'est surtout l'idée de, tu sais, maintenant, on sait l'impact politique qu'a eu René Lévesque sur le Québec. Ouais. C'est comment pour toi, comme fan de politique, de réaliser, hey, j'ai quand même couvert le premier mandat de René Lévesque. Parce que plus tard, après ça, quand j'ai commencé comme courriériste parlementaire, j'ai couvert la fin de René Lévesque, en 1984. T'sais. Mais pour revenir au cégep de Jonquière, c'est que j'ai repensé, on avait du cran, là, on était des gangs de petits culs, puis on a monté le projet, puis on est allé le négocier. On était 2-3 là, avec le directeur du cégep, mais j'oublie son nom, c'est dommage parce que je réalise après coup, il a fait preuve de beaucoup d'ouverture. C'est quelque chose, là, suspension des cours, puis il fallait renégocier avec le syndicat des profs pour que les profs, au lieu de leurs petits cours usuels, plates, auxquels ils sont habitués. De faire, on change complètement en formule. C'est ça, puis eux aussi, c'était une charge de travail, là, puis, pour nous suivre, et puis tout ça. Mais je réalise après coup, puis c'est un peu le message que je livre à ta génération, ayez pas peur, de l'audace. Là. 100%. De l'audace, puis sais-tu quoi, ça marche, ça marche pas, mais regarde, c'est pas grave, tu tombes sur des pattes, puis tu fais autre chose. À un moment donné, après coup, j'ai réalisé, les générations qui m'ont suivi, je parle pas de vous autres, là, mais tout est devenu plus difficile. Tout est devenu plus empoulé, stéréotypé, puis tu sais... à quelque part, il faut que tu aies l'audace de l'âge que tu as aussi. Puis si tu ne remets pas les choses en question, puis tu n'oses pas brusquer, bousculer, c'est le temps de le faire. Puis surtout qu'on a les outils pour le faire. J'imagine à l'époque, si le cégep avait décidé de faire non, ça aurait été la fin de l'histoire. Là. Je sais pas ce qu'on aurait fait, mais bon, bref, tu sais. Mais tu sais, le non n'était pas une option, tu sais. Okay, c'est ça. Dans notre tête, on y croyait tellement que on était persuasif parce que on était convaincus que c'était une méchante bonne idée. Puis autant pour l'apprentissage puis tout ça, mais puis la valeur, l'expérience qu'on allait chercher de ça. Que moi, je n'ai jamais envisagé de se faire dire non, mais il fallait obtenir le oui pareil. Puis... Oui, 100%. Mais c'est quand même beau comme vision de comme toi dans ta tête, c'était peu importe ce qui va répondre, on va le faire. On va trouver une manière on aurait trouvé une autre façon de le faire, peut-être moins intensément, parce que là, je te dis, il n'y avait plus aucun cours académique. C'est fini. C'est pendant cette période-là. J'aurais une question un peu... mettons, couvrir René Lévesque, c'est une chose, mais il y a quand même eu le scandale avec l'itinérant. Est-ce que vous avez couvert ça? Non, c'était avant. Ça serait une carrière politique qui meurt. Quelqu'un qui frappe un itinérant aujourd'hui... Ouais. Surtout, sa carrière est finie. Et surtout qu'il y avait une zone grise, sur l'alcool. C'est ça, il y avait beaucoup de niveaux là. Non, tu sais. Ouais. Puis M. Lévesque aussi, le comportement de la classe politique à l'époque ne serait pas acceptable aujourd'hui. C'est ça. M. Lévesque avait ses qualités et avait ses défauts, comme n'importe qui d'entre nous. Là. Exact. Mais à l'époque... Il était de son âge, mais parlez-en aux femmes, il y a des femmes qui l'ont côtoyé, qui le trouvaient très entreprenant. Puis aujourd'hui, je suis pas sûr que aujourd'hui, ça passe. On connaît les vrais mots pour entrepreneur. Non, mais en même temps, ce que moi, j'ai connu personnellement plus la fin de René Lévesque. Fait que je peux pas vous parler de René Lévesque, sinon toutes mes lectures. Mais c'était... Et ça, il y a des femmes qui me l'ont dit. C'était un homme qui était très doux. Là. C'était pas jamais il aurait agressé une femme. Jamais. C'est un charmeur. C'est ça. Les femmes tombaient sous son charme. C'est ça, ce qui n'est pas la même chose. C'est qu'il utilisait aussi, c'était quoi la cruise à l'époque, qui aujourd'hui, maintenant, est quelque chose qu'on dirait, oh mon Dieu, c'est lourd, mais à l'époque, c'était juste le normal. J'imagine. C'était dans l'air du temps. C'est ça, exact. C'est dans l'air du temps. Puis, effectivement, l'histoire de M. Trottier, le sans-domicile qui est mort là, dans l'accident, la question est bonne. J'y pense.
on peut imaginer que quelqu'un ne se relève pas de ça, tu sais, c'est pour ça en ce moment. De couvrir ça à l'époque ou de le voir à l'époque, c'est un premier ministre qui vit ça aujourd'hui, c'est inconcevable même, là. Oui, c'est sûr. Ben, après ça, d'ailleurs, c'est là où la notion des gardes du corps et des chauffeurs a été instaurée c'est ça, c'est après cet accident-là qu'ils ont fait, quand les premiers ministres, les ministres, ils doivent avoir un chauffeur, ils peuvent pas... C'est ça. C'est ça. Puis c'est drôle parce que ça à Québec, puis pas à Ottawa. Pour de vrai? Ouais. Il n'y a pas son fédéral? Sauf le premier ministre. Oui, OK, ouais. Mais c'est ça, ils n'ont pas encore frappé un itinérant à Ottawa. Mais à un moment donné, mais en même temps, tu regardes, il y a des ministres qui sont fait intimider. Là. C'est venu Chrystia Freeland en Alberta, puis tout ça, puis sans compter ce qu'on ne sait pas. Ils prennent un risque. Ils n'ont pas de protection. Là, ils prennent l'avion, les autres, quand ils voyagent, ils sont tout seuls. Là, puis, oh mon Dieu, ouais. C'est pas sûr qu'en 2022, c'est une bonne idée. Non, c'est ça. Puis c'est clairement le genre de situation qu'il va falloir un accident pour faire « Ah, shit, on aurait dû le faire il y a 10 ans. » Je comprends pas qu'ils soient pas plus proactifs. Compte tenu de... Il y a une frange de la société, là, on en parlera peut-être plus tard, mais qui sont tellement agressifs en ce moment. Oui. Puis menaçants, à quelque part. Il me semble que l'évaluation du niveau de risque ferait en sorte qu'ils devraient limiter... Mais c'est quoi, en fait, je pense qu'on peut en parler, parce que là, on va peut-être faire un petit saut dans le temps aujourd'hui, mais on s'entend... T'as été à TVA, qui est une télévision très regardée de nouvelles, pendant la pandémie. Ouais. Ça a été comment de gérer les complotistes? Moi, j'ai pas eu de problème. Okay. J'ai eu quelques centaines de coucous, là. On s'entend. Puis, regarde, les coucous, là, parce que les gens qui sont contre les vaccins, qui avaient peur des vaccins, qui étaient contre les mesures, moi, je respecte ça. Je respecte ça. Là où j'en ai, quand je parle des coucous, je vais les définir tout de suite. C'est des gens qui pensent que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Après ça, découle de ça que Bill Gates t'implante des trucs dans le sang puis dans le cerveau pour savoir où tu es géolocalisé, puis etc., etc. Exactement. Et ensuite, là, moi, j'accepte pas, c'est les gens impolis, orduriers et menaçants. Ouais. Ça, c'est straight out. Comme au baseball, t'es comme disait Molière, t'es droit. C'est tout de suite. Moi, dès que tu sais, sur Facebook, whatever, c'est tout de suite, c'est fini. Terminé. Ouais, c'est clair. Terminé, tu sais. Puis, tu sais, je me dis, ces gens-là, souvent, quand je prends le temps de leur répondre, tu sais, parce que ça m'arrive encore de temps en temps, tu sais, mais tu sais, c'est tout fait de faute la plupart du temps. Non, mais tu sais, ils savent pas écrire, là. Puis donc, ils savent pas s'exprimer. C'est rare que c'est des prix Nobel de littérature qui commencent ça. Puis je veux pas être méprisant, mais je fais un constat, c'est que c'est des gens qui ne savent pas écrire, donc qui ne savent pas s'exprimer, donc qui ont de la misère à avoir une pensée cohérente. À argumenter. Ce qui s'exprime, s'ils comprennent aisément, s'exprime aisément aussi. Là. Et puis, donc, tombe tout de suite dans le calice de tabarnak merdia vendu, pourri, avec des fautes, puis dans l'insulte tout de suite. Incapable d'argumenter. Fait que souvent, tu as le ciment. Là, qui... Parce qu'on sait bien que pendant la pandémie, tu recevais tous les jours des enveloppes de François Legault directement. Écoute, absolument. On était à la solde absolue. Puis tout ça. Bon. Tu as encore les petits chèques sur un mur, là, faire comme ah. Ah, ben regarde, d'ailleurs, je travaille plus. C'est pas moi qui est là, c'est un hologramme. C'est un hologramme, c'est ça, tu sais. Ouais. C'est comme ça, tu peux être là en ce moment, mais ce que le monde ne savent pas, c'est que t'es aussi à ton émission. D'ailleurs, mesdames, messieurs, c'est pas moi qui parle, tu sais. C'est Bill Gates qui me dit quoi dire. Il m'a envoyé un hologramme au podcast, fuck! Mais je trouve ça triste, honnêtement. Ouais. Mais en même temps, moi, je tolère pas ça, tu sais. Il y a une chose dans la vie, Guillaume, que je tolère pas, c'est l'intolérance. Fait que, la ligne, la ligne là, dans le sable, et moi, c'est l'intolérance, mais qui se manifeste de toutes sortes de façons, là, y compris les injures, y compris les menaces physiques ou psychologiques. Ça me fait, le pire, ça me fait penser à quelque chose que je trouve intéressant. J'avais lu un moment donné sur Internet, puis je sais que c'est la théorie d'un philosophe, mais je me rappelle plus son nom. Fait que ça me gosse tout le temps de le shooter puis de jamais me rappeler du nom de la personne. Mais il parlait du paradoxe de la tolérance. Parce qu'il y en a qui diraient « Ah, mais là, si tu veux vraiment... Tu sais, pour être tolérant, il faut tolérer... » les gens intolérants, sinon ça marche pas. Ouais. Mais oui, c'est ça, hein. Puis ce philosophe-là, Karl Popper, il expliquait... Ça a popé comme ça. Ouais, c'est ça, à un moment donné, il a pensé... Puis il a expliqué que, techniquement, vu que la tolérance, le but, c'est d'accepter tout le monde, et que l'intolérance, son but, c'est tout le temps de détruire la tolérance, c'est
c'est le but clair de la chose, ben techniquement, si tu veux protéger la tolérance, ironiquement, tu ne peux pas tolérer l'intolérance. Ouais, c'est une notion philosophique intéressante. C'est un débat intéressant. C'est comme l'Américain patriote qui, en principe, célèbre la Constitution américaine, qui est l'écrit qui a fait le plus avancer, grâce beaucoup aux Français, incidemment, le fonctionnement des sociétés modernes en termes de notion de liberté et de protection de la liberté. Donc, c'est comme le patriote américain qui voit un autre Américain brûler le drapeau américain puis qui n'est pas capable de l'accepter. Qui a raison, qui a tort? Exact. La notion même de liberté fait en sorte que l'Américain, qui est en maudit contre whatever, a le droit de brûler le drapeau. La liberté va au-delà du drapeau de ce symbole-là. Mais en même temps, on peut comprendre que pour quelqu'un qui est fou de son pays, c'est brûler le symbole, c'est brûler l'âme du pays. Mais donc, elle est où la ligne? C'est diffus, là. C'est un peu embêtant. Mais dès qu'on... ça nous ramène aux valeurs cardinales, au fond. C'est quoi les valeurs cardinales? C'est le respect, c'est la tolérance, l'acceptation de la différence, etc. Puis la non-acceptation de l'intimidation physique, etc. C'est ça des valeurs cardinales. Ouais. Il y a un autre événement important que tu as couvert pendant ta carrière, que je voulais vraiment t'en parler. Tu étais journaliste pendant la crise d'Oka. C'était comment ça? Peut-être dans le monde des médias à ce moment-là. Eh boy. Écoute, moi, j'étais à l'époque pour la radio de CJMS, Radio Mutuelle. D'ailleurs, en 84, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, j'étais pour Radio Mutuelle, pour CJMS. Quand j'ai commencé, j'ai fait, 17 ans comme communiste parlementaire, mais en 2 étapes. La première, donc, de 84 à 89, pour Radio Mutuelle. C'est là que j'ai connu René Lévesque, là, quand je suis arrivé en 84, la fin de René Lévesque. Mais là, ça nous amène à Oka. Entre les deux, j'étais revenu à Montréal, parce que là, Robert Bourassa avait repris le pouvoir, puis il avait signé l'accord du Lac-Meech, puis tout ça. Donc, la politique était moins passionnante. Et puis donc, mon boss me dit, écoute, veux-tu revenir à Montréal? J'aurais besoin de toi à Montréal au reportage. Puis... puis tu vas continuer tout ce qui est politique à Montréal, tu vas continuer, mais tu vas faire autre chose en même temps. Fait que je dis, OK, moi, après 4 ans, j'avais comme 4 ans et demi, j'avais comme, je me disais, j'avais fait le tour. Ce qui était totalement faux. Mais l'impression, c'est pas ça que je dis. Fait que donc, bref, je suis revenu ici, et là est arrivé, écoute, ça s'est mis à déraper, là, au plan politique, et tout ça est intimement lié. L'échec de l'accord du Lac-Meech, qui était, pour ceux qui ne connaissent pas encore cet épisode de l'histoire, allez lire, googlez, puis allez lire, c'est fondamental là, dans ce qu'on est aujourd'hui au Québec et au Canada. Mais c'est aussi beaucoup relié, tout ça, à la crise d'Oka. Je m'explique en 1 minute. Robert Bourassa, René Lévesque se fait rentrer dans la gorge le rapatriement de la Constitution. La Constitution était à Londres, on était une colonie au Canada. Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin, rêvait de ramener la Constitution au pays. Là, il y a des discussions entre le fédéral et les provinces. C'est René Lévesque qui est premier ministre du Québec. Lui, il refuse. Il y avait des conditions minimales, puis Trudeau père a refusé de lui donner. Lui, il refuse. Il y avait un front commun des provinces. Toutes les provinces étaient d'accord jusqu'à ce que le fédéral crée une brèche dans le front commun. L'Alberta a cédé, entre autres. L'Ontario a cédé aussi. Alors donc, le fédéral, Pierre-Éliott Trudeau, a pu ramener la Constitution au Canada sans l'accord du Québec. En principe, c'était une coutume, non pas une loi. Ça ne va pas se faire. Mais Trudeau père a foulé les coutumes, a pilé ses coutumes et a décidé de le faire quand même. René Lévesque, lui, a dit « Ah ouais », fait qu'il s'est retiré, il a claqué à la porte. Et puis, parce qu'il venait de perdre le référendum 2 ans avant, il voulait faire un pays du Québec. Il a claqué à la porte et jamais je vais signer la Constitution du Canada. Fait que la Constitution a été signée par tout le monde, sauf le Québec. Donc, elle est en vigueur, mais jamais été signée par le Québec. Fait que donc, René Lévesque continue. Et là, arrive à Ottawa un changement de gouvernement. Brian Mulroney, un Québécois, est élu premier ministre à la tête des conservateurs et une de ses promesses était de ramener le Québec. D'amener le Québec à signer dans l'honneur et l'enthousiasme la Constitution.
Changement de gouvernement à Québec, René Lévesque quitte la politique. Robert Bourassa, l'automne suivant, prend le pouvoir le 2 décembre 85, prend le pouvoir. Une de ses promesses était d'entreprendre une ronde de négociation pour que le Québec joigne la Constitution canadienne, dans l'honneur et l'enthousiasme. M. Bourassa avait 5 conditions. OK. Mulroney convoque une conférence fédérale provinciale au lac Meach. C'est pour ça que ça s'appelle l'accord du lac Meach. C'est ça. Et là, ça dure plusieurs jours. Et les 5 conditions du Québec sont acceptées par le reste du Canada. Entre autres, il y avait que le Québec ait le tiers des juges à la Cour suprême, bon, etc., que la notion de société distincte soit connue pour le Québec. Donc, un accord. Tu me diras, je suis trop long et plate. Ben non, c'est super intéressant. Fait que là, il y a un accord. Tout le monde signe. Non, tout le monde ne signe pas. Tout le monde est d'accord. OK. OK? Entente de principe, mettons. Bon, ouais. Mais là, dans le processus de ratification ou d'amendement de la Constitution de Pierre-Éliott Trudeau, il faut que toutes les provinces adoptent une résolution dans leur parlement respectif. OK. Ils ont 2 ans pour le faire. Fait que là, en principe, il n'y a pas de problème. Tous les premiers ont donné leur parole à Robert Bourassa, tout ça. Mais là, ça dérape. Ah non. Le Manitoba et Terre-Neuve Eux, ils veulent... reviennent sur leur parole, OK. sur leur engagement. Et puis donc, ça dérape. Et Ah là, l'accord du lac Meach foire. Il n'y en a plus. Ah, c'est... Et là, ça provoque un tsunami là, au Québec. Ben oui. Mulroney tente de sauver l'accord avec une nouvelle entente de négociation. Parce que Bourassa savait très bien. Et là, pendant ce temps-là, les Canadiens anglais renient sa parole, au fond, son engagement. Ça. Et là, tu regardais les courbes de sondage, la souveraineté, là, écoute, ça montait. Là. On était rendu à 55 % de Québécois qui voulaient se séparer. Là. Genre, mettons, on aurait fait une souveraineté à ce moment-là, ça aurait passé. Ça aurait passé. Ouais. Bourassa tente de renégocier un autre accord qui s'appelle l'accord de Charlottetown. Il y a un référendum battu, autant au Canada anglais qui ne voulait rien savoir qu'au Québec, parce qu'il est arrivé toutes sortes de phénomènes. Entre autres choses, la loi 101 de René Lévesque a été cassée par la Cour suprême. Oui. OK? Et là, Bourassa est obligé d'adopter la clause non-obstant, dont on entend parler en ce moment, la clause dérogatoire, pour protéger, c'est la loi 178, qui donnait une prédominance du français dans l'affichage extérieur. Mais les anglophones n'ont jamais accepté. Pour eux autres, c'était une question discriminatoire que le français ait plus de place. Fait qu'il y a eu, j'essaie de me rappeler, je pense, 5 démissions au Parti libéral. Crise au Parti libéral. C'est là que ta mère a quitté le Parti libéral. Oui, effectivement. Ouais. Puis que c'est... Mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et puis, dérapage absolu. Bourassa est obligé de passer la clause dérogatoire pour protéger ce qui restait de la loi 101. Dans tout ce tumulte, arrive la crise d'Oka. Il faut comprendre, l'environnement. Là, ça va pas bien, puis là, on ajoute une couche encore plus. C'est ça. Fait que, donc, il y a un climat explosif au plan politique. Si Bourassa avait fait un référendum, à un moment donné, ça passait à 65 %. Wow! À 65 %. Mais là, arrive au cas. Et le problème des Mohawks, à Kanessetake, ça a commencé, il y avait un maire, Ouellet, à Oka, qui n'avait aucune sensibilité, aucun sens de l'histoire, au sens politique, et qui a décidé de permettre l'agrandissement du golfe dans Pinède, qui était un peu la zone limitrophe entre la zone où habitent les Mohawks et puis le village d'Oka. Fait que lui, il décide, on va couper 9 trous de plus pour ajouter ou faire un 18 trous. Et là, c'est devenu... Puis en plus, évidemment, là, je te parlais de la question du Québec dans le Canada, mais il y avait toute la question autochtone aussi qui était sous-jacente, qui était parallèle, qui a un autre problème. Fait que donc, c'est devenu le champ de bataille de la question autochtone au Canada au complet, dans un contexte où le climat est explosif au Québec. C'est ça. Et au Canada aussi. C'est que là, on a le Québec qui ne se sent pas représenté dans le Canada, mais là, en plus, là-dedans, tu as les Premières Nations qui ne se sentent pas représentées aussi dans à l'intérieur du Québec, qui ne se reconnaissent pas dans le Québec ni dans le Canada. C'est ça. Fait que, donc, c'est le climat explosif. T'as comme tellement de niveaux de questions identitaires. Puis la question de Kanessetake est complexe parce que c'est pas clair que les Mohawks ont le droit, que c'est leur territoire, la Pinède d'Oka. C'est pas clair. Okay. Mais en même temps, je parlais de sensibilité tout à l'heure. Tu fais attention quand tu es voisin, puis tu n'es pas trop sûr si la haie est de leur bord ou de notre bord. Tu fais attention à la haie. Ce que le maire d'Oka n'a pas fait. Surtout une population qui a clairement été en désavantage pour pouvoir négocier ses territoires. Pendant ce temps-là, Robert Bourassa est sérieusement malade. Un cancer.
va se faire traiter aux États-Unis, traitement expérimental, qui fait qu'il est pas tellement, il est moins aux affaires que d'habitude, parce que lui, il était très, très dans la micro-gestion, puis tout ça, tu sais. Fait que, bref, il y a eu comme la tempête parfaite. Il y avait un ministre de la Sécurité publique, qui a laissé la SQ aller. La SQ monte une opération qui était mal faite. Décide de rentrer là, ça serait facile, tu sais, peut-être attaque, puis là, bang, bang, écoute, moi, j'y allais tous les jours dans une semaine ou deux, depuis à peu près 2 semaines à Oka. C'est ça, tu couvrais l'événement sur les lieux. Oui, on y allait à tous les jours. Là, puis c'était comment la réaction à ce moment-là des Mohawks et de l'armée? C'était quoi la réaction face aux journalistes? L'armée n'était pas là. Non. Mais la SQ... C'est ça, eux étaient dans la pinède, mais là, quand la SQ est montée, c'est là qu'il y a eu l'affrontement, tu sais. Oh mon Dieu. On voyait l'escouade anti-émeute ou le groupe d'intervention de la SQ. La stratégie était mal faite, c'était mal préparé, tout ça. Malheureusement, il y a un policier, Marcel Lemay, qui a été tué par une balle d'une AK-47 tirée par un des Mohawks. Et puis, quand la fusillade est arrivée ce matin-là, moi, j'étais là. Mais j'avais... un de mes chums, Alain Saint-Ours, qui était pour CKC, lui était comme du bon côté, ça s'est avéré du bon côté. Et moi, pour passer, j'avais décidé de m'essayer par l'arrière, tu sais. Puis de la pinède. Fait que là, on savait pas, nous autres, tu sais, ce qui pourrait arriver. Fait que là, à un moment donné, je suis là, puis, tu sais, écoute, tu sais, les coups de feu, tu sais, bang, 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 tu sais. Moi, j'étais peut-être à 1 kilomètre, quelque chose comme ça. Fait que je décide de m'avancer malgré tout, tu sais. Fait que dans la petite voiture Toyota Corolla verte qui pas l'affaire la plus par balle au monde, là. Ah, c'est ça. Fait que quand je suis arrivé à la route, je pense que c'est 342, de mémoire. En tout cas, quand je suis arrivé à la route, ça faisait peut-être 5 minutes que Caporal Lemay était mort, tu sais. Mais il y avait eu, tu sais, il y avait de la brume ce matin-là, puis il y avait eu beaucoup de bombes fumigènes qui avaient été lancées par la SQ. Fait que, il y avait comme un brouillard, tu sais. Puis je me souviens, puis c'est drôle, là, 1 mois ou 2 après, je me suis rappelé d'un truc. Quand je suis arrivé, un des Mohawks, Nicholas, son nom de famille, était sur le bulldozer que la SQ avait fait monter pour enlever la barricade, en train de... Puis il a reviré le char de la SQ à l'envers, puis il a commencé à le repousser pour barrer la route. Parce que la SQ avait abandonné des véhicules, puis tout ça. Il avait amené un bulldozer pour enlever parce que la barricade était pour aller dans Pinède. Il n'avait pas bloqué la route encore. Puis, fait que, bref, j'arrive là, puis j'ai repensé quelques semaines après. J'étais en direct, puis le bulldozer s'en venait sur moi avec la voiture de la SQ virée à l'envers, enfin sur le côté, pour bloquer la route. C'est bizarre, je me tasse pas de là, il me rentre dedans. Là, c'est ça. Fait que quand c'est arrivé, je suis resté une semaine, moi, en haut. Je m'étais fait des contacts là-bas chez des Mohawks francophones, parce qu'il y a une minorité de Mohawks qui sont francophones. Puis, fait que j'ai loué une chambre. Fait que je suis resté une semaine en haut. OK. Ouais. C'était particulier. Ça a été traumatisant pour tout le monde, y compris pour la majeure partie des Mohawks. On n'a pas la culture des armes ici. T'sais. Non, vraiment pas. Puis c'est une zone de guerre, c'était vraiment ça, parce que l'armée est arrivée plus tard. Là. C'est ça, OK. Mais voir des gars avec des AK-47, à un moment donné, on faisait des recherches, puis tout, Internet est assez premier. On n'a pas d'Internet en haut, il n'y a pas de téléphone intelligent, mais j'avais fait des petites recherches, puis un AK-47, là, tu mets des full métal de balles, là, ça fauche un poteau de téléphone. T'sais. C'est ça, exactement. Ouais, exact. C'était pas des petites armes, c'était pas des petits pistolets qui ont... C'est l'arme d'assaut la plus terrible, dévastatrice qui a jamais été conçue, même encore, je pense que ça fait 60 ans, 50 ans. Puis, fait que on n'a pas l'habitude de ça. Donc, c'est une période très, très tumultueuse, à tous égards. On a vraiment frôlé, parce que ça aurait pu virer je ne veux pas dire en guerre civile, mais en affrontement, parce que tu avais tout le côté de Kanawagé puis Châteauguay. Là, moi, je n'ai pas couvert cette partie-là, mais là, ils ont bloqué le pont Mercier. Là. La population de Châteauguay s'est révoltée parce que les gens, c'était impossible de venir à Montréal, venir travailler à Montréal. Fait que tu as eu d'énormes tensions entre les Blancs puis la population autochtone. Fait que c'est pas une belle page de notre histoire. Non, effectivement. Non. Puis là, juste pour être sûr, parce qu'on est sur un temps limité, malheureusement, on est à quel... Midi 13. OK, je pense qu'on a le temps d'en parler. Tu as travaillé pendant longtemps à TVA avec Jean Lapierre. Ouais.
as travaillé longtemps, vous avez animé une émission ensemble. Ouais. Ben, premièrement, on va commencer par parler de l'émission. C'est quand que ce contrat-là est arrivé? C'est comment que cette émission-là... Je ne sais pas de l'année précise. Écoute, les émissions politiques ont commencé, c'était avec Michel C.O.G. Oui. On avait comme rédactrice en chef Josée Lécuyer, je pense qu'elle s'appelle. Oui. La mère de Guillaume, qui travaillait avec Michel. Dans c'était La Roque-Auger. Oui. Puis là, maintenant, l'émission a arrêté. Je me souviens plus pourquoi. Bon, bref, ça a arrêté. Et là, quand Jean Lepierre était revenu au Parti libéral, parce que Jean avait quitté les libéraux au moment de l'échec de l'accord du Lac-Mégantic, tu vois, on est raccord. Hein? Tout revient. Et puis après ça, il a quitté la politique. Puis il est revenu pour Paul Martin, comme lieutenant du Québec pour Paul Martin. Mais là, à un moment donné, quand Martin est parti, il est parti. Okay. Quand Jean Chrétien a pris le... Non, c'était pas ça. Quand Paul Martin a quitté. Et puis, bref, là, tout de suite, le patron de l'époque a communiqué avec Jean, puis pour l'amener dans le giron de TVA comme commentateur, chroniqueur, et une nouvelle émission qui s'appellerait La Roque-Lapierre. Ben oui. Alors, donc, tu sais, on a repris le flambeau de La Roque-Auger, puis c'est devenu La Roque-Lapierre. C'est ça. Je connaissais pas beaucoup Jean Lapierre, je l'avais couvert, là, tu sais, puis tout ça. Mais évidemment, on est devenus proches, des amis proches. Ça. Oui, ça, exactement. Mais moi, je me rappelle justement, un souvenir que j'ai de très très jeune, c'est d'aller un moment donné à TVA, puis de prendre une photo avec toi puis Jean Lapierre. Et qui, je pense, est encore dans les plus vieilles photos que j'ai sur mon Facebook en ce moment. Je pense que le monde, mettons, tu sais, les creeps qui veulent faire un peu de stalking, là. Ouais. Je pense que, je sais pas, elle doit être encore là. Si vous fouillez une vieille photo comme 200 pixels par 200 pixels de moi avec vous deux. Puis, mais justement, donc j'imagine, à force de travailler ensemble, vous avez quand même été assez proches. Oh oui, absolument. Comment t'as vécu la fameuse annonce quand même dévastatrice de sa mort? Ben, écoute, ça a été la pire journée de ma vie. Là. Ouais. Et puis, parce que j'ai perdu ma mère après coup, mais tu sais, Pour de vrai? on s'y attendait. Au début de la pandémie, j'ai perdu mon père. Mais tu sais, bon, on s'y attendait un peu, puis tout ça. Mais dans le cas de Jean, c'était tellement soudain, terrible. Je l'ai raconté à quelques-uns, mais tu sais, son père était décédé à Jean. C'est ça qui s'est passé. Le père de Jean décède. C'est la raison, en fait, pourquoi il se rendait en avion aux îles de la Madeleine. Jean était un organisateur. Fait que, sa mère était toute seule là-bas, puis tout ça. Fait que, donc, pour organiser tout ça, un de ses amis avait un avion qu'il a offert à Jean. Fait que, bref, il ramasse toute sa famille, puis ils s'en vont. T'sais. Moi, j'ai parlé la veille du voyage fatidique, puis bon, tu sais, parce que lui, Jean revenait du sud. Il est allé en Floride, il avait amené sa famille à lui, tu sais, puis... Alors, tu sais, je parle à Jean, tu sais, bon, sympathie, tu sais, j'ai envoyé un mot, là, mais tu sais, de vive voix, puis tout ça, tu sais, puis écoute, tiens-nous au courant, puis pour les arrangements, on peut pas y aller, mais je vais envoyer quelque chose, des fleurs, puis tout ça, tu sais. Puis à la fin de la conversation, tu sais, Jean, comment tu sais, parce que c'était Jean, là, tu sais, fait que, tu sais, j'ai organisé l'avion, on va faire ça, il a défilé ça en 3 minutes et quart, tu sais, mais il dit, comment tu vas, toi, tu sais? Fait que, tu sais, silence à l'autre bout du téléphone, tu sais, puis il dit, c'est dur. Tu sais. Il dit, parce que, sais-tu quoi, Paul? Il dit, parce que je réalise que le prochain, c'est moi. Hein? Fait que, tu sais, je suis resté, je dis, ah ouais, tu sais. J'ai comme changé de sujet, tu sais, puis on a raccroché 2-3 minutes après, puis OK, parfait, Jean, tiens-moi au courant, tu sais. Puis j'ai dit ça tu sais, je raccroche, j'ai dit ça à Mylène, je dis, c'est pas ce que Jean vient de me dire, tu sais. Je raconte ça, tu sais, puis écoute, on est resté un peu sonné, tu sais. Fait que, bref, le lendemain, j'étais avec Mario Dumont. Il y avait une séance de photos pour TVA. Puis j'étais avec Mario, puis là, la nouvelle sort. Puis, tu sais, Mario et moi, on a tout de suite compris que c'était l'avion de Jean. Là, et puis, fait que, mais la première photo, je me suis accroché à ça. Quand j'ai vu l'avion qui n'avait pas brûlé, puis que, tu sais, la carcasse était brisée en deux, mais là, je me suis dit, il y a une chance de survie. Il y a une chance de survie, tu sais. Puis effectivement, un des frères de Jean a survécu 1 heure de temps, tu sais. Mais tu sais, Jean et Nicole et les autres sont tous morts sur le coup, tu sais. Puis tu sais, c'est quoi une bonne chose parce que... Ouais, ce qui est un peu, on dirait... Ouais, le frère de Jean, tu sais, parce que tu sais, le choc était tellement brutal, tu sais, ils ont subi des 30-40 jours. C'est que, mettons, s'il avait survécu tout, là, ça aurait été fait, il a été chanceux, mais là, de survivre juste 1 heure de plus pour au final... Je suis allé l'été suivant j'avais promis à la mère de Jean d'aller la voir, tu sais. Et puis, je l'avais jamais rencontré. Puis, quand je suis allé sur le site de l'écrasement, j'ai compris qu'il n'y avait aucune chance, tu sais. Ils ont piqué, tu sais.
C'était vraiment, on a compris par la suite, là, l'erreur de pilotage, j'avais mal calibré l'altimètre, puis fait que lui, il se pensait encore à 600 pieds, il était à 60 pieds, puis quand le couvercle nuageux s'est ouvert, il n'a pas eu le temps de redresser, puis il est vraiment tombé. Il a juste pas tombé comme ça, mais l'avion est tombé à plat. Ouais, c'est ça. Et le choc a été d'une brutalité inouïe, fait que c'est ça, puis ça fait que... non, écoute, ça a été terrible, ça a été terrible, puis ça a provoqué toutes sortes de choses, c'est d'abord au plan personnel, mes convictions, puis tout ça, c'est cruel, injuste, parce que Jean était un homme bon, là, fondamentalement un homme bon, puis qui avait encore à donner à la société qu'il voulait donner encore. Puis, ça shake. C'est un mot typiquement québécois, dans les convictions. Cet après-midi-là, moi, j'ai remplacé Sophie Thibault cette semaine-là. Je faisais le 22 heures. Fait que, je me suis posé la question, est-ce que je peux faire le 22 heures dans un contexte pareil? Puis si je me suis dit, à quelque part, humblement, je me suis dit, sais-tu quoi, je pense que le Québec en entier était bouleversé. Puis, s'il y en a un qui doit porter la nouvelle ce soir-là, c'est moi. Ben c'est ça, parce que là... La rock, la pierre, ça allait ensemble. C'est ça, puis parce que là, t'as dû quand même... Il y a quand même quelque chose de... Déjà, tu le vis sur un plan personnel, mais là, du plan professionnel, faut que... Tu sais, des nouvelles horribles, j'imagine, tu dois en annoncer plusieurs. Mais là, quand ça te remue, c'est ça, complètement... C'est que là, t'annonces la mort, pas juste d'un collègue, mais d'un ami proche. Cet après-midi-là, ma femme est venue m'aider beaucoup. Puis j'ai dit, viens, il faut que je te parle. Puis j'ai appelé un de mes amis. Ça me fait plaisir de le raconter, parce qu'il le sait. C'est un curé, Martin Tremblay, que j'ai connu en couvrant les conclaves à Rome. C'est un Québécois, c'est bien trippant, il est drôle à mort. Tu aurais du fun, je te dis, là. C'est un des meilleurs humoristes du Québec. Martin Tremblay, il est à Saint-Jérôme maintenant. Je te jure, tu roules à terre. Let's go. Et puis, je dis, Martin, écoute, il faut que je te parle. Ça marche pas. Là, puis, je dis, écoute, Martin, je dis, je vais te dire quelque chose. Ton tabaslac de bon Dieu, puis c'est pas tabaslac que j'ai dit, tu peux même te le mettre où tu veux. Ça n'a pas d'allure quand je t'ai révolté. Là, puis, quiconque a subi un deuil comme ça, proche de lui, tu passes par ces phases-là. Oui, tu vis cette colère. Ouais, c'est inacceptable ce qui est arrivé, j'accepte pas. Il me dit, Martin, il me dit, regarde, Paul, je vais te dire deux choses. La première, là, ceux qui pensent que bon Dieu a organisé ça, un drame pareil, oublie ça. Là. Il n'est pas là-dedans. Là, c'est ça, là, c'est des erreurs d'humains, puis effectivement, il y en a raison. Après quoi, on l'a compris. Mais il dit plus fondamentalement, je vais te dire quelque chose. Il dit, t'as raison, c'est pas acceptable. C'est révoltant. Il dit, t'as raison, c'est pas acceptable. La seule chose que tu peux faire, cependant, c'est accepter que ça soit arrivé. Fait que je me suis arrêté, puis j'ai réfléchi à ça, tu sais. J'ai dit, OK, sais-tu quoi? Ça a l'air simple comme ça, mais c'est fondamental, tu sais. Puis, parce que ça donne quoi de dire que c'est pas, tu sais, c'était écœurant, tu sais. Oui, là, mais c'est arrivé, tu sais. Fait que ça m'a aidé beaucoup, moi, à faire comme une petite transition, tu sais. Puis, entre autres, après coup, tu sais, parler à la famille, aider humblement la famille de gens, tu sais, parce que eux, ce que moi, je vivais, tu sais, les autres, c'était multiplié par 1000, tu sais. Marianne, sa fille, Jean-Michel, son garçon, ça, tu sais, Madame Lapierre, tu sais, en fait, c'est Lucie Cormier, son nom, tu sais, qui a perdu son mari, puis après ça, 4 enfants. Exact. Tu sais, en l'espace de 48 heures, tu sais, c'était épouvantable, tu sais. Fait que ce soir-là, j'ai pris l'antenne, puis, à fond, je me suis dit, je vais dire la vérité aux gens, tu sais. Puis j'ai commencé le bulletin, je m'en souviens, là. On ne peut pas imaginer des circonstances plus difficiles pour vous présenter votre TVA à 22 heures. Ce soir, mon ami, celui que vous connaissez tous, Jean Lapierre, et trois de ses frères et sœurs sont morts. Puis j'ai commencé le bulletin comme ça. T'sais. Puis, tu sais, pour moi, je pense que ça a été un peu thérapeutique aussi. Tu sais, ça m'a forcé à domestiquer ça. T'sais. Puis, à accepter que ce soit arrivé. T'sais. Composer avec ça, ça a été... encore aujourd'hui, c'est tough, tu sais.
Il n'y a pas grand-chose qui arrive en politique. Si je me dis pas, Johnny aurait du fun, parce qu'on s'appelait comme ça. Il aurait du fun en tabarouette aujourd'hui, puis toutes les crises politiques qu'on vit. Puis il serait bon. Puis son jugement, Jean était aussi, à quelque part, non seulement sympathique, drôle, comique, quelqu'un qui faisait s'intéresser, incitait les gens à s'intéresser à la politique. Mais c'était dans les temps durs. C'était aussi une boussole pour bien des gens, des auditeurs, des téléspectateurs. On est quoi penser d'une situation compliquée qui est élevée, qui est tendue. Jean était une boussole pour bien des gens. C'est ça aussi. Il manque beaucoup pour ça. Je pense également pour bien du monde qui ont eu le privilège de le connaître. Mais après ça, regarde, de ça, on s'est dit, moi, je me suis dit, je veux plus personne assis à côté de moi. Pour un avenir prévisible. C'est trop ingrat. Tu demandes à n'importe qui de s'asseoir dans la chaise de Jean Lapierre. C'est pas possible. Exact. Fait que, le concept de la joute est né comme ça. Okay. Il y a personne à côté, là, puis plusieurs, puis un show de boîte en télé, là, tu vois, les gens sont cadrés, puis tout ça, c'est né comme ça. Puis moi, j'ai comme complété après ça mon cycle l'été suivant, quand je suis allé aux îles, aller voir la mère de Jean. Puis après ça, je n'oublierai jamais, là, il n'y avait pas eu le temps de faire les pierres tombales, fait que c'était des bâtons de bois avec, puis t'en as 5, là, le père, puis Jean, puis Marc, et puis c'est Non, ils sont enterrés. C'est leur volonté, d'ailleurs, Puis y aller, c'est aussi, personnellement, ça m'a aidé à comprendre que, un deuil, c'est un cycle. Puis j'avais jamais réfléchi à l'importance d'être enterré à quelque part. Puis moi, ça m'a beaucoup aidé, de voir d'aller me recueillir, aller passer, puis on était allé, Mylène et moi, à la messe au bassin, c'est un endroit formidable, la petite église où la mère de Jean va tout le temps, où ils sont nés dans ce secteur-là de l'archipel des îles, et puis le cimetière est juste à côté. Bref, on est allé à la messe à 11h, puis après ça, le cimetière, tu montes, c'est un buton, là, tu marches 30 mètres, puis tu arrives, Puis, j'avais la mère de Jean, main dans la main, Puis là, je me suis dit, écoute, je suis qui, moi, pour, me dire que j'ai encore énormément de peine, puis que, ce drame-là, la mère de Jean, là, elle est là, c'est une force de la nature, puis elle est là, puis elle me drive, là, jusqu'à la tombe des Lapierre, tout ça, je me suis dit, c'est assez là, c'est correct. Elle est capable. Si elle est capable, elle nous donne l'exemple. Moi, je suis capable. Ressaisis-toi, là, Mais je n'étais pas apitoyé. Mais j'étais beaucoup, très, très triste, là, tout le long, Fait que, essayer de faire, les Américains ont une expression, essayer de prendre du jus de citron acide, faire de la limonade avec, Je voyais Lucie Cormier le faire, la mère de Jean. Je me suis dit, non, j'ai pas, c'est assez là. J'ai pas à m'apitoyer. Je suis qui, moi, pour... alors que cette femme-là donne la voix à tout le monde. Fait que, ça a été comme, au niveau de l'apprentissage de vie, ça a été un drame horrible, j'y pense. Puis, regarde, c'est terrible encore. On s'ennuie, je m'ennuie. Puis, c'est autre que le fait que ce soit Jean, c'est aussi juste un drame humain, peu importe. Terrible. Puis là, en plus, c'est quelqu'un que je connaissais, fait que intimement, c'est un ami, très proche. Fait que tu dis, accepter que c'est arrivé. Il y a un déclic qui s'est fait, puis composer avec ça. Alors voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Paul. Ça a été super intéressant. Puis même, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à de quoi. Parce que justement, on le voit que tu es passionné de politique, puis tu t'en parles que, mettons, Jean, à l'époque, a pu être quelqu'un... J'ai l'impression en ce moment, en société, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas tant la politique, ou du moins qui ont comme de la misère à démontrer un intérêt. Puis, je pense que tu nous as prouvé avec ton explication de l'accord du Lac-Meech que t'es bon pour le vulgariser. As-tu déjà pensé à faire un podcast sur la politique? Non, jamais pensé. Parce que me semble que ce serait bon. On dirait, j'ai l'impression, là, un podcast qui explique la politique, qui explique l'histoire politique. Parce qu'il y a plein d'affaires, mettons, des noms comme la crise d'Oka, comme l'accord du Lac-Meech, j'ai tous des trucs que, mettons, j'ai entendus, mais qu'avoir des explications... Mais, puis surtout cette période-là, je l'ai résumé vite, là. Oui, 100%. Mais tout ça était intimement lié et a donné le sens d'un cycle de 20 ans en politique ensuite. Exact. De 20 ans en politique, il y a eu jusqu'au référendum de 95, puis après ça, s'il s'en est suivi, c'est quelque chose. Mais moi, je t'inviterais, si jamais tu veux, regarde, on va peut-être passer un deal, toi et moi. Right. Podcast, je sais pas si j'ai le temps ou whatever, Ben oui. tu me réinviteras, c'est tout. Ben oui.
Pas de stress. 100%. That's all, tu sais. Puis je te dirais aussi, pour, lisez. Lisez. Allez voir, dans ce qui a trait au Québec particulièrement, cette période-là est fabuleuse. Mais juste avant, revenez à la base du Québec, de la Révolution tranquille. Cette période-là, on vit dans une société qui est jeune, le Québec. Puis on a la chance d'avoir des gens qui ont fait la Révolution tranquille, qui sont encore vivants, là, des sociologues comme Guy Rocher. Puis, il est encore... Pierre Duchesne vient d'écrire un livre sur Guy Rocher. Lisez ça. Là. Guy Rocher est un Québécois qui est enseigné partout sur la planète, sociologue. Wow! Qui c'est qui sait ça au Québec? Oui, exact. Mais lisez sur la Révolution tranquille. Parce que en 1960, 62, 63, tu as eu la construction d'un État moderne. La France s'est faite en 300 ans, on s'est fait en 50 ans. C'est exceptionnel, là. En 1960, le Québec et le Portugal étaient les deux sociétés occidentales les plus reculées en termes de taux de diplomation au monde. Ouais, c'était grave, là. Au monde. Ouais, non, on était niveau un petit peu, mais à peine supérieur à l'Afrique. OK. En 1960. Et là, vous regardez aujourd'hui, on est parmi le taux de diplomation les plus élevés, tu sais. C'est exceptionnel. Mais tu sais, pourquoi on est comme ça maintenant? Je te le dis, lisez. Là. Je peux parler de Pierre Duchesne. Il a écrit une biographie de Jacques Parizeau. OK. En 3 tomes. Je vous le dis, là, c'est du stock. Mais vous lisez ça, puis vous comprenez tout de la Révolution tranquille. Tu sais, tout. Vos parents, vos grands-parents, peut-être plus, à vous autres, en 1961, OK, si vous étiez né à Montréal, mettons, payez l'électricité, pour les fins de la discussion, 100 $. OK? En Gaspésie, payait 220 $. En Abitibi, d'où je venais, payait 500 $. Oh, OK. Et c'est là que René Lévesque est arrivé avec l'idée de nationaliser Hydro-Québec. Parizeau a permis... et puis tu as un cours accéléré de comment ça se fait, comment ça s'est fait, construire un État moderne. Je vous le dis, c'est fabuleux parce que tu comprends le Québec d'aujourd'hui en lisant ça. Exact. C'est le fun. C'est cool, super. Mais encore une fois, merci beaucoup. Puis si jamais les gens veulent t'écouter en ce moment, c'est où qu'ils peuvent te trouver? Bien, écoute, ceux qui ont le câble, ça existe encore. Je pense que ça existe encore. Je pense qu'il y a encore du monde. Les gens de ton âge, en connais-tu? Levez la main, ceux qui ont le câble, là. La Joute à LCN. Moi, maintenant, c'est essentiellement LCN. C'est une émission politique qui s'appelle La Joute. C'est de 16h à 17h, 1 heure de temps. Puis ensuite, j'ai une autre émission, 4 soirs semaine, qui s'appelle Le Bilan. C'est à 19h le soir. Le Bilan. Vous pouvez aller sur le site de tvanouvelles.ca, puis c'est repris, c'est en reprise. Tu sais. Parfait. Excellent. Et puis, fait que ça, on est au cœur de l'actualité politique. On est là-dedans. Tu sais. 100%. Donc, il y a des gens qui m'accusent d'avoir été un élément majeur dans le départ de Mme Anglade, par exemple, pour les entrevues que j'ai faites. Puis... Oui, c'est vrai. Ouais. Ben, j'ai eu une entrevue le lundi. Ouais. Et puis, l'affaire de Mme McNichol. Là. Oui. C'est parce que j'ai demandé 5 fois si elle s'excusait, puis elle n'a jamais voulu, tu sais. Fait que ça, non. a provoqué. ça a été le début de la fête. Ouais, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est un peu moins... ça donne moins... Ouais, mais tu sais, en même temps... Mais tu sais, moi, mon instinct politique me disait, c'est la seule porte de sortie qu'elle a. Fait que, tu sais, puis Mme Anglade avait comme une ligne, tu sais, sa décision a été prise de manière précipitée d'expulser le député Nichols. Ça a été pris, mais donc, c'est une erreur. Elle n'a jamais voulu le dire. Oui, mais pourquoi c'est précipité? Ça veut dire que vous êtes trompé. Non, c'est pas ça que je veux dire. T'sais. OK, mais tu sais, tourner autour du pot là, tout le temps. Mais, Mme Anglade, pourquoi pas vous excuser? C'est ce qu'elle vous demande. T'sais, vous le faites et c'est terminé après. Wow. Mme Anglade, précipité. Ben oui, mais vous ne voulez pas l'admettre, mais c'est une erreur. C'est une erreur, on en fait tous des erreurs. J'en ai fait, Mme Anglade, je lui ai dit des erreurs. Des propos que j'ai tenus. Je ne pensais pas que ça aurait la portée que ça a eu. J'ai blessé quelqu'un. Vous savez, vu quoi? Je me suis excusé parce que c'était pas ni mon but, ni l'intention, ni le propos, mais ça a été interprété comme tel. Je suis désolé. Pourquoi vous ne le faites pas? Non, mais tu sais... Mais tu sais, moi, c'est mon travail, tu sais. Très vrai. C'est ma job. Mais tu sais, je le fais toujours de manière, tu sais, avec un ton respectueux. Tu sais, jamais impoli, puis tu sais, tout ça. Il y en a qui, tu sais, il y en a qui sont baveux. Moi, je ne suis pas du règne des baveux. Enfin, je le suis peut-être sans le savoir, là, mais... Remarque, tu sais, poser 5 fois la même question, c'est baveux un peu, là. C'est border. OK, je m'excuse, Mme Anglade.
Je pense que c'est la meilleure manière de finir le podcast. Des belles excuses parce que c'est ça qu'elle attendait. Ouais. Mais peut-être. Probablement qu'elle me tient en partie responsable aussi, mais tu sais, le problème était plus fondamental. Mais j'ai été accessoire là-dedans. Là, oui, c'est ça. Ouais. All right. Ben, on l'a.